Lors d'une conversation avec l'écrivain John Smith en 1899, Nikola Tesla a déclaré « Tout est lumière ». Au cours de cette interview, Nikola Tesla révéla qu'après de multiples recherches, il avait réussi à découvrir les secrets sur la nature même de l'univers et son fonctionnement. Ce qui fut alors révélé durant cette conversation est surprenant. Voici un court extrait. Monsieur Tesla, quel est le 7e ajustement que l'homme doit effectuer? Savoir comment l'énergie mentale et vitale se transforme en ce que nous souhaitons et maîtriser toutes les émotions. Les hindous lui ont donné le nom de Kundalini Yoga. Ces informations peuvent être apprises sur une longue période ou acquises dès la naissance. Je suis né avec la majorité d'entre eux. Ils ont les liens les plus étroits avec l'énergie sexuelle la plus largement distribuée dans l'univers. Le plus grand voleur d'une telle énergie, et par conséquent de la force spirituelle, est la femme. C'est quelque chose que j'ai toujours su et dont j'ai toujours été conscient. J'ai fait de moi ce que je voulais, une machine réfléchie et spirituelle. Monsieur Tesla, je voudrais connaître votre idéologie. La vie a un rythme qu'il faut comprendre. Je sens le rythme et y consacre mon attention, me laissant dorloter. Cela m'a été très reconnaissant et m'a fourni les informations que je possède actuellement. Les amibes et le soleil, le cœur et la circulation d'un nombre infini de planètes sont liés par un lien profond et majestueux. Ces liens sont indissolubles, mais ils peuvent être contrôlés et entretenus afin que des relations nouvelles et distinctes puissent être créées dans le monde sans interférer avec les précédentes. La connaissance vient de l'espace, et notre vision en est le parfait exemple. Nous avons deux sortes d'œil, matériel et spirituel. Il est conseillé de le transformer en un seul œil. L'univers, tel un animal pensant, est vivant dans toutes ses incarnations. Comme les plantes, les bêtes et l'homme, la pierre est une entité pensante et sensible. Une lumière brillante nous incitait à le regarder, et si nous n'étions pas si égocentriques, nous saisirions son langage et son message. La respiration, les yeux et les oreilles de l'homme doivent être synchronisés avec la respiration, les yeux et l'ouïe de l'univers. Pendant que vous parlez, il me semble que j'entends des écritures bouddhistes, des phrases ou des Parasulsusa taoïstes. C'est correct. Cela suggère que l'homme a toujours détenu la connaissance générale et la vérité. Selon ma perception et mon expérience, l'univers est constitué d'un seul matériau et d'une seule énergie ultime, avec un nombre infini de formes vivantes. Ce qui est merveilleux, c'est que découvrir une nature secrète révèle l'autre. Il n'y a nulle part où se cacher. Ils sont tout autour de nous, mais nous leur sommes aveugles et sourds. Si nous nous lions émotionnellement à eux, ils viendront à nous. Il y a beaucoup de pommes, mais un seul Newton. Il n'a demandé qu'une seule pomme tombée devant lui. Si cet extrait n'est qu'une petite partie de l'interview de Nikola Tesla, menée par John Smith en 1899, celui-ci en révèle déjà beaucoup. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne. Sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description, c'est gratuit. Tout d'abord, l'une des phrases clés de cette conversation fut que « tout est lumière ». C'est une citation que l'on entend souvent. Mais pourquoi? Dans notre vie quotidienne, tout ce que nous percevons avec notre œil n'est autre que de la lumière. Scientifiquement, lorsque nous ouvrons nos yeux, nous recevons la fréquence de la lumière visible via notre iris, et celle-ci est par la suite convertie par notre cerveau afin de nous fournir une image visible. Pour la comparaison, lorsque votre télévision capte un signal via son antenne, elle le transcrit en image pour que celle-ci soit compréhensible pour vous. Le système est similaire pour le corps humain. Celui-ci reçoit les informations de la lumière visible et les transcrit en images visibles dans notre cerveau. Maintenant, le point important à savoir, c'est que nous ne captons pas toutes les lumières. Nous ne captons qu'une infime partie de celle-ci, soit uniquement le spectre de la lumière visible, compris entre 380 et 780 nanomètres. Pour faire simple, cela signifie que notre œil ne perçoit pas la réalité de manière générale, mais qu'une infime partie de celle-ci. Toutes les lumières situées en dessous de 380 nanomètres ou au-dessus de 780 nanomètres ne sont pas visibles par nos yeux, comme les rayons X, les rayons infrarouges ou encore les ondes radio. Ensuite, durant la conversation,
Nikola Tesla a également affirmé que nous avons deux sortes d'œil, matériel et spirituel, et qu'il est conseillé de les transformer en un seul œil. Ici, on en revient à ceux que certains appellent le troisième œil. D'une manière plus scientifique, on peut également appeler cela l'activation de la glande pinéale. Pour faire simple, notre œil perçoit une gamme de fréquences correspondant à la lumière visible, puis transcrit ces informations, et il nous apparaît donc des images claires, ce qu'on appelle la réalité. Mais rappelez-vous, celle-ci ne représente que le spectre de la lumière visible. Pour réussir à percevoir au-delà du visible, ce qu'on peut appeler le spirituel, il faudrait alors que nous ayons un autre organe capable de capter des fréquences en dehors du spectre de la lumière visible et de nous les retranscrire en images compréhensibles. Et c'est ici que la neuroscience a découvert un tout petit organe nommé la glande pinéale, située en plein centre de notre cerveau. Dans les écrits de l'Égypte ancienne, cette glande ou troisième œil est représentée par l'œil d'Horus, un symbole signifiant une vision large, une vision globale du tout. Mais après de multiples recherches, les chercheurs ont découvert que la forme de ce symbole n'est pas un hasard. Celui-ci est en réalité un plan précis, symbolisant la structure même de notre cerveau. Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau est doté de deux hémisphères. En le coupant en deux par le milieu pour révéler les hémisphères, on obtient ce que l'on appelle une coupe sagittale. Maintenant, regardez l'image suivante et soyez attentifs à l'ensemble formé par la glande pinéale, le thalamus, l'hypothalamus, la glande pituitaire et le corps calleux. Cela ressemble fort au symbole de l'Égypte ancienne qu'est l'œil d'Horus, signifiant protection, puissance et santé. Les Égyptiens devaient connaître l'importance du système nerveux autonome, soit la partie inconsciente de notre corps, et avoir conscience qu'en activant la glande pinéale, ils pouvaient pénétrer dans l'au-delà, c'est-à-dire dans d'autres dimensions. De plus, d'après le système de mesure égyptien, l'œil d'Horus représente également un système de quantification fractionnaire, permettant de mesurer différentes parties d'un tout. En mathématiques modernes, on parle de la suite de Fibonacci, également associée au nombre d'or. Cette formule mathématique apparaît partout dans la nature, dans les tournesols, les coquillages, l'ananas, la pomme de pin et même la structure des galaxies. La suite de Fibonacci se caractérise par le fait que tout nombre de cette suite est la somme des deux précédents. Maintenant, si vous superposez cette formule au cerveau et que vous le divisez en carrés selon la logique de cette suite, vous obtenez une forme fractale, c'est-à-dire une structure sans fin qui se répète à chaque échelle. Quand on commence au niveau de la glande pinéale, on obtient par cette formule la structure exacte du cerveau. Les chercheurs ont donc compris l'importance de cet organe, situé au centre de tout, et ont commencé à l'étudier. Comme vous avez sûrement pu le comprendre, les chercheurs ont découvert que ce petit organe, quand il est activé, est capable de capter les fréquences situées au-delà du spectre de la lumière visible, mais également de les convertir. C'est-à-dire qu'en activant cet organe, l'homme est scientifiquement capable de percevoir une toute nouvelle réalité, soit la réalité spirituelle. À partir de là, le monde matériel et spirituel ne font qu'un. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous croyons être la réalité depuis le début n'est qu'une partie de celle-ci, et pour compléter celle-ci, il faut activer notre troisième œil, soit la glande pinéale. C'est pour cela que Nikola Tesla affirma que nous avons deux sortes d'œil, matériel et spirituel, mais qu'il est conseillé de les transformer en un seul œil. Dans un article paru en 2002, intitulé « New Crystal in the Pineal Gland », un chercheur a découvert le fait suivant, je cite, « La glande pinéale est un transducteur neuro-endocrinien sécrétant la mélatonine et responsable du contrôle des rythmes circadiens. Une nouvelle forme de biominéralisation a été étudiée dans la glande pinéale humaine et consiste en de petits cristaux de longueur inférieure à 20 microns. Ces cristaux, en raison de leur structure et de leurs propriétés piézoélectriques, sont à l'origine d'un mécanisme de transduction électromécanique et biologique de la glande pinéale. » Fin de citation. Pour simplifier, il faut retenir que la glande pinéale possède des propriétés piézoélectriques et est un transducteur. L'effet piézoélectrique consiste à appliquer une pression à certains matériaux pour qu'ils émettent un champ énergétique. Pour la glande pinéale, cela signifie qu'il faut exercer une pression dessus pour qu'elle s'active. J'ai récemment fait une vidéo où j'explique en détail comment activer cette glande, je vous mets le lien dans la description.
Après analyse, les chercheurs ont découvert que la glande pinéale contient des cristaux de calcite composés de calcium, de carbone et d'oxygène, et en raison de leur structure, cet effet piézoélectrique s'applique à eux. Ainsi, telle une antenne de télévision, la glande pinéale peut s'activer électriquement et générer des champs électromagnétiques permettant d'accéder à des informations. De même qu'une antenne émet une vibration correspondant à la fréquence d'un signal entrant, la glande pinéale reçoit des informations au moyen de champs électromagnétiques invisibles à l'œil nu. Pour le second point, un transducteur est tout ce qui reçoit un signal sous une forme énergétique et le convertit en un signal sous une autre forme. Cela signifie que, comme pour votre télévision qui convertit un signal en image, votre glande pinéale est capable de recevoir des informations extérieures sous forme de fréquences invisibles à l'œil nu et de les convertir en images visibles pour vous. On comprend donc qu'en réalité, nous avons deux yeux pour percevoir le monde matériel et un organe qui est la glande pinéale, qui est en soi l'œil spirituel, l'organe du corps humain capable de capter le spectre de fréquences au-delà de la lumière visible. En associant les deux, on peut donc parvenir à percevoir la réalité de manière globale. Vers la fin de sa discussion avec M. Smith, Nikola Tesla a déclaré que l'homme a toujours détenu la connaissance générale et la vérité, et que selon sa perception et son expérience, l'univers est constitué d'un seul matériau et d'une seule énergie ultime, avec un nombre infini de formes vivantes. Ce principe-là, on le retrouve également dans les écrits hermétiques, soit des textes anciens provenant du premier pharaon d'Égypte, nommé Hermès Trismégiste. Dans ceux-ci, il y est inscrit le principe de mentalisme, qui se définit par le fait que le tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire que notre mental, soit notre conscience, est ce qui nous relie au tout. Le tout se représente par la conscience universelle. Dieu, la déesse, l'énergie universelle soit l'unité, ce qui unit tous les êtres vivants entre eux. Chaque personne lui donne le nom qui lui convient, mais le tout est en soi la forme d'énergie universelle qui unit tout. C'est pour cela que les hermétiques appellent cela le tout. À partir de là, on se rend compte qu'il n'y a pas de division, mais une unité qui est en chacun de nous. Ici, on en vient au principe de correspondance, issu de la philosophie hermétique qui stipule que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. D'une part, ce principe explique que bien que les échelles de vie soient différentes, comme celles des atomes, des cellules et des planètes, elles correspondent en tout point. C'est-à-dire que les informations qui circulent entre les atomes dans le monde quantique à l'échelle subatomique sont les mêmes qui circulent dans les cellules de notre corps, ainsi que sur les planètes, etc. De même, lorsqu'un changement apparaît sur une échelle, celui-ci se manifeste également sur les autres échelles. Si la planète est percutée par un astéroïde, nous en tant qu'êtres humains serons affectés, de même que nos cellules, de même que les bactéries, et ainsi de suite. Et l'inverse est également vrai. Maintenant, dans mes dernières vidéos, nous avons vu que l'atome, qui est la composante de base de la matière, est constitué à 99,9% de fréquences et d'informations. Et donc, que tout dans l'univers est composé à 99,9% de fréquences et d'informations. Et ces fréquences et informations sont les mêmes qui véhiculent à différentes échelles, d'où le principe de correspondance. Cette prise de conscience nous amène à comprendre que lorsqu'on effectue un changement en nous, un changement d'état d'esprit, on influence toutes les informations qui véhiculent à une échelle supérieure et inférieure. Ainsi, un changement d'état de conscience amène à effectuer un changement du tout. Cela se résume par le fait qu'un changement intérieur provoque un changement extérieur. Et selon les écrits hermétiques, le tout est esprit, l'univers est mental, soit l'univers est le reflet de ce qu'incarne notre esprit. En changeant notre état d'esprit, nous influençons par conséquent l'univers, puisque les deux ne font qu'un. Les hermétiques appelaient cette évolution de la conscience l'art de la transmutation mentale. En bref, cela signifie que tout individu peut changer sa vibration mentale par un effort de volonté, en concentrant son attention sur l'état désirable. Cela signifie qu'en se concentrant intentionnellement sur l'émotion de l'amour, par exemple, nous pouvons élever notre esprit à cet état de conscience. Mais pour ce faire, il faut un effort de volonté. Et scientifiquement, cela se résume par le fait qu'à l'échelle humaine, lorsqu'on fixe notre attention sur un état désirable comme l'amour en y ressentant les émotions associées,
nous créons de nouveaux schémas neuronaux avec ces informations inscrites dedans, les transmettant à notre corps, influençant donc toute notre biologie. En fait, l'art de la transmutation mentale est un processus alchimique qui consiste à transmuter d'un état mental à un autre, comme le changement d'état des métaux lorsqu'on les chauffe ou refroidit. Avec tout ce que nous venons de voir, nous en arrivons au fait que ce que beaucoup appellent le divin, Dieu, la déesse ou l'unité, réside en chacun de nous par le principe de correspondance. C'est une des raisons pour laquelle la méditation, soit l'introspection intérieure qui consiste à se concentrer davantage sur son monde intérieur plutôt que sur le monde extérieur, permet de se connecter au divin ou à l'unité, soit au champ des possibles en physique quantique, qui est l'énergie universelle où tout est possible à celui qui croit. Tout à la fin de sa conversation avec John Smith, Nikola Tesla affirma que si nous nous lions émotionnellement au champ des possibles, ils viendront à nous. Dans le livre « Devenir super conscient » du Dr Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique de renommée, celui-ci explique justement tout ce mécanisme. Il explique que la manifestation n'est pas magique, mais chimique et biologique. Lui et son équipe de chercheurs ont étudié cela pendant de très nombreuses années. Et après toutes ces recherches, il en a conclu le fait suivant, je cite, « Un cerveau cohérent et un cœur cohérent, c'est tout ce dont vous avez besoin pour manifester. Nous savons qu'il faut une intention claire, soit un cerveau cohérent, et une émotion supérieure, soit un cœur cohérent, pour que la biologie personnelle soit modifiée et que l'individu cesse de vivre dans le passé, pour vivre dans l'avenir. Cette association du corps et de l'esprit, des sentiments et des pensées, semble également influencer la matière. Et c'est ainsi que l'on crée la réalité. » Fin de citation. En fait, la manifestation n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. Il faut réussir à s'aligner avec la fréquence de ce que vous désirez, et vous l'attirerez vers vous. Et le seul moyen pour y parvenir, c'est que ce changement se produise en vous, par l'art de la transmutation mentale. C'est-à-dire qu'il faut réussir mentalement à incarner un changement, un nouvel état de conscience, et c'est à partir de ce moment-là que le changement que vous souhaitez voir se manifestera dans votre monde extérieur, puisque vous l'incarnerez dans votre monde intérieur.